Bienvenue encore une fois sur Mwambutsa Bonne Gouvernance dans cette nouvelle émission que je vous présente, moi-même Charles Mukassi, en remerciant la personne qui nous aide à vous faire parvenir tous les jours ces émissions dans les conditions les plus favorables, en remerciant vous tous qui nous suivez régulièrement, vous tous qui nous écrivez, et vous tous qui partagez nos émissions, vous tous qui souscrivez à l'abonnement et qui nous faites les commentaires les plus utiles et qui encouragez les amis et les connaissances pour souscrire également à l'abonnement, nous écrire et partager également nos émissions. Et continuez, nous aimons vous le dire et on vous aime bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur, c'est pas si actualité, mais c'est en même temps l'actualité. En tout cas, c'est préoccupant pour la région, mais également pour le reste du monde. J'intitulerai cette émission À chacun son Ukraine. L'évolution du monde européen et outre européen, atlantico-européen, européano-atlantique, je ne sais pas comment le dire, tourne autour de la guerre en Ukraine, l'Ukraine contre la Russie contre les États-Unis, la Russie contre l'OTAN, la Russie contre l'Europe. On ne sait pas exactement comment le dire. Les concernés eux-mêmes ne veulent pas nous le dire, mais au cœur du problème se trouve une préoccupation sur l'avenir de la planète, probablement. En tout cas, le sort de l'Europe est en train de se jouer parce que les Européens qui étaient jusque-là depuis la Seconde Guerre dite mondiale, bon, on ne sait pas si c'était vraiment la seconde, il y en a eu tellement, et les Européens seraient inquiets que les États-Unis chercheraient à s'entendre avec la Russie pour se partager l'Ukraine ou pour régler le problème, le conflit en Europe sans les Européens et donc probablement remettre en cause certains aspects de ce qu'on appelle l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas cela notre problème. Ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est le fait que depuis la dernière rencontre entre le président russe et le président américain, Poutine et Trump, on a laissé entendre que l'Ukraine devrait céder des territoires à la Russie. Céder, bon, ça veut dire que la Russie revendiquerait, notamment les territoires qui ont déjà été annexés, que l'Ukraine serait enfin prête à laisser tomber. Et Trump en a parlé, mais les plus durs des Européens, dont le président français qui jusque-là disait non, jamais de la vie, ainsi de suite, nous sommes derrière l'Ukraine, etc., etc., jamais ceci, jamais cela, le président français a laissé sous-entendre, il a dit, quels que soient les territoires que l'Ukraine céderait, ça veut dire que il est acquis dans son subconscient. C'est une façon de parler, c'est une forme de revirement. C'est comme nos amis les Burundais qui ont juré par tous les diables que jamais, qu'il n'y avait pas de négociation avec les génocidaires du CNDD et qui tout doucement ont dit, oh ben voilà, plutôt que de dire il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui ont commis le génocide,
Et puis le lendemain, ils ont dit, bon, à condition qu'ils renoncent à la violence. Et puis ils ont dit, quand même, dialogue inclusif, ainsi de suite, etc. etc. Et puis, bon, on a dit débat inclusif. Bon. Mais là, je divague. Mais là, le président français a clairement laissé sous-entendre qu'il se pourrait que l'Ukraine cède des territoires, mais que de toute façon, l'Europe devait être présente sur la table des négociations, des choses de ce genre. Ça veut dire que l'idée fait son chemin, que l'Ukraine va devoir être démantelée ou amputée. Jusque-là, la Russie occupe, dit-on, plus de 20% du territoire ukrainien et que ces 20% devraient être définitivement acquis à la Russie, la Fédération de Russie. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est que au début, ce qu'on appelle au début du conflit officiel dans les années 2022, non, remontons un peu plus tôt parce que quand même, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Minsk où il était entendu que l'Ukraine allait respecter les territoires russophones et que, oui, l'autonomie, mais à l'intérieur de l'Ukraine. L'Ukraine aurait été, bon, d'après l'ancien président français Hollande, l'ancienne chancelière allemande Merkel, je crois. Ils ont dit que ces accords, les accords de Minsk, c'était pour temporiser, pour permettre à l'Ukraine et à l'Europe de se préparer à une guerre plus intensive contre la Russie. Et que donc ces accords, c'était de la distraction. Le résultat étant lequel on a refusé d'appliquer les accords de Minsk. La suite, on la connaît. Aujourd'hui, l'Ukraine perd 20% de son territoire. Après une guerre que l'Ukraine aurait pu éviter en acceptant les accords de Minsk pour cette autonomie-là, le respect de l'utilisation de la langue russe, mais surtout accepter de ne pas avoir les forces, les troupes de l'OTAN à la porte de la Russie. Je ne sais pas si cette deuxième condition est réellement valable parce que quand on voit là où se sont rencontrés les présidents russes et américains, c'est la frontière de l'un et de l'autre pays. Les deux pays, bon, la frontière se sont séparés par 4 km, dit-on. Et donc, s'il y a un pays membre de l'OTAN, c'est bien les États-Unis, mais la Russie. Et donc, les États-Unis, d'ailleurs, ils se sont rencontrés sur une base militaire. Ça veut dire que l'OTAN est bel et bien à la porte de la Russie. Mais bon, pourquoi l'Ukraine, pourquoi tout cela? C'est une autre affaire. Peu importe, l'Ukraine et les Européens auraient pu accepter les accords de Minsk. Il n'y aurait pas eu la guerre. Et aujourd'hui, l'Ukraine serait encore un pays en entier. En quoi est-ce que ça rejoint le titre à chacun son Ukraine? Parlons du Congo. Le Congo, la République démocratique du Congo, avait ces accords, l'équivalent à chacun son Ukraine, à chacun ses accords de Minsk. Il y a eu les accords de Lusaka, consacrant, à l'époque c'était pour le cessez-le-feu, etc., etc., mais avec en arrière-fond l'interdiction ou le bannissement des organisations racistes, terroristes et génocidaires, les FDD, a-t-on cité, et les autres de même idéologie. Mais le Congo a refusé, bon, il les a signés, mais a refusé de les appliquer. Le Burundi a refusé de les signer, la Tanzanie a refusé de les signer. Et finalement, ceux qu'on condamnait, ces organisations qu'on condamnait au démantèlement, notamment le CNDD, on disait, bon, le CNDD et les autres de même idéologie, le président burundais d'alors et le président tanzanien d'alors leur ont trouvé leur refuge, ou le salut
Arusha, donc plutôt que de les démanteler, eh bien, on a dit non, on vous trouve, du moins s'agissant du Burundi. S'agissant du Congo, eh bien, les accords n'ont pas été appliqués. Le résultat fut lequel on est revenu à la guerre, tout simplement. Et le M23 est revenu, oui, repris les armes. Les Congolais de l'Est, rwandophones, ont décidé que ils étaient aussi Congolais que n'importe quel autre Congolais, notamment ceux qui étaient au pouvoir à Kinshasa. Le résultat est lequel? L'Est du Congo est à la veille de la sécession. Bon, je ne dis pas sécession, mais le pays est devenu entièrement indépendant dans les faits. Je crois qu'ils vont même finalement frapper leur propre monnaie. Mais bon, ça c'est dans mon imaginaire. Mais peu importe, quand on voit la portion du Kivu Nord, Kivu Sud, ainsi de suite, Uvira, l'Est du Congo, est-ce qu'il appartient encore à l'ensemble de la République démocratique du Congo? Non. Est-ce que ça va entraîner probablement un bouleversement beaucoup plus large jusqu'à Kinshasa? On ne le sait pas. En tout cas, l'alliance Fleuve Congo laisse sous-entendre que probablement la révolution devrait se poursuivre au-delà des frontières de l'Est du Congo. Le Congo aurait mieux fait. Les Congolais auraient pu appliquer les accords de Lusaka. Les Congolais auraient pu appliquer les accords de mars, même 23. C'est des accords qui avaient été signés. Donc, le refus, et puis finalement, on reviendra à quoi? On va adorer ce qu'on avait. Mais oui, on a refusé les accords et finalement, ça va se retourner contre eux et probablement que ils vont tout perdre. Alors, le Burundi se trouve où dans tout cela? Disons plutôt qu'attendre du Burundi ou plutôt qu'attendre pour le Burundi. Le Burundi se trouverait lui également dans la même situation. Rappelez-vous, les Nations Unies ont proposé un tribunal pénal international pour juger les actes de génocide commis par le gouvernement, le pouvoir Frodébou en 1993 et étendre les compétences de ce tribunal aux autres actes de génocide à déterminer dans l'histoire du Burundi. Human Rights Watch a dit, plutôt que signer les accords impies d'Arusha, pourquoi ne pas tout simplement ouvrir une deuxième chambre criminelle à l'intérieur du tribunal pénal pour le Rwanda, puisque les crimes sont les mêmes, les criminels sont les mêmes, l'idéologie est la même. Ça rejoint un peu l'esprit de Lusaka. Les Bashinganai ont dit qu'ils ne recommandaient pas du tout, mais alors de manière, ils ont affirmé que c'était exclu. Les vrais Bashinganai, les vrais Bashinganai du Burundi ont affirmé, ont pris position en disant non, surtout pas négocier, surtout pas accepter dans les institutions burundaises les auteurs des crimes de génocide, parce que génocide, il y a eu 5 organisations, dont l'IPRONA, ce génocide Chirimoso, Action contre la torture, PAMASEKA, JRR, c'est plutôt 6 plutôt que 5. JRR, UFB ont signé un accord pour la restauration d'un état de droit, avec à la base, avec comme pilier de cet état de droit, la Charte de l'unité nationale, les accords de Lusaka, Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention contre le racisme, la Convention contre le génocide. Bon. Mais les Burundais de l'époque, et aujourd'hui encore, croyez-moi, il y en a qui sont fiers d'avoir signé Arusha et qui plaident encore
pour ces accords impies. Bon, on se demande pourquoi les Burundais courent vraiment derrière l'absence du droit. Le résultat sera lequel? Aujourd'hui, le Burundi est à la tête d'une coalition génocidaire pour les anthropophages, les génocidaires qui bouffent de l'humain, c'est ça l'anthropophagie, sous prétexte que les Nilotiques ne doivent pas survivre, ne doivent pas vivre dans la région des Grands Lacs africains. Le président burundais se fait photographier aux côtés des génocidaires rwandais. Le président burundais proclame qu'il doit démettre le pouvoir rwandais, etc., etc. Il reçoit la bienvenue, il est accueilli par les ex-FAR, les Interahamwe, les FDLR. Quand il dirige la CEAC, le conseil des chefs d'État de la CEAC, les Batutsi du Rwanda lui écrit formellement en disant non, mais le génocide est là, nous sommes menacés, s'il vous plaît, intervenez ou plaidez pour nous. Il se tait, il affirme. La responsable de la lutte contre le génocide au niveau des Nations Unies alerte contre la menace génocidaire ou le fait génocidaire contre les Batutsi dans l'est du Congo. Le président burundais se tait, ne dit rien. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, l'armée burundaise est en déroute depuis le nord du Kivu jusqu'à maintenant à Uvira et probablement où? Je ne sais pas. Est-ce que la guerre va franchir la frontière? Probablement. En tout cas, l'armée du Burundi qui se trouve probablement majorité, au moins la moitié des troupes se trouvent au Congo. Cette armée est en train d'être détruite. Comme l'armée congolaise est en train d'être détruite, comme l'armée ukrainienne est en train d'être détruite. Il aurait suffi d'appliquer les accords de Lusaka, mais ce serait la paix dans toute la région. Il aurait suffi d'appliquer les accords de Minsk, ce serait la paix dans toute l'Europe. Ce serait la paix au Burundi. Mais bon, parce que les criminels, les racistes, les génocidaires ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter. Nous sommes en 2025, mesdames et messieurs. Ce matin encore, j'écoutais. Bon, ce n'était pas en direct, c'est quelque chose qui date déjà probablement de 48 heures ou de 3-4 jours. J'ai écouté même des évêques, de grands journalistes, de grands reporters, des militants des droits de l'homme plaider encore pour les accords d'Arusha. Bon, je vous souhaite bonne chance. Si vous pensez encore, je ne sais pas, hein? Bon, j'évite de faire le commentaire qui serait probablement inapproprié puisque des personnalités consacrées sont également dans le noir. Je ne sais pas d'où vient cette inspiration, cet esprit, les droits de l'homme. Je ne sais pas qui inspire encore les représentants des droits de l'homme au Burundi, etc. Mais bref, retenez ceci, à chacun son Ukraine. Je crois que, et comme on l'a dit, on le dit souvent en Kirundi, akananira abagabo, etc., etc. Ou alors, wanga kugarura inka ikiri hafi cyangwa impene ikiri hafi, ainsi de suite. Et je vous laisse continuer, je vous laisse compléter cette réflexion. N'oubliez pas de nous écrire, n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires. Je vous aime. À la prochaine.